Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au village relais du côté de Tsunzu. Et pour en parler, nous recevons Raphaël Ficagna, le directeur territorial de l'association Coalia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Alors, on va parler de ce village relais, l'étape Le Foulera. Tout d'abord, expliquez-nous un peu votre rôle dans ce village. Alors, personnellement, je suis directeur d'unité territoriale des Alpes d'Haute-Provence, en métropole donc, et sur les Hautes-Alpes. Et je suis venu à Mayotte depuis la fin du mois de juin avec un collègue, Éric Niquès, qui est directeur régional adjoint, pour aider à la construction de l'équipe qui va travailler sur le village relais, l'étape Foulera. Alors justement, qu'est-ce que vous allez proposer aux gens qui arrivent dans ce village relais ? Alors, dans un premier temps, donc, on a participé à la construction de l'équipe, comme je le disais, avec le recrutement de toute une équipe pluridisciplinaire formée de travailleurs sociaux, de différents corps de métier, comme des infirmières, formateurs. On a également un éducateur technique maraîcher, un éducateur technique pour le bâtiment. Et l'ensemble de cette équipe a pour mission d'accueillir les usagers qui seront orientés vers cet établissement afin de leur proposer un accompagnement administratif, social et éducatif, parce qu'il ne faut pas oublier que le village relais est un lieu de passage. Donc l'étape Foulera accueille les gens un certain temps et l'ensemble de l'équipe de travailleurs sociaux a pour mission donc d'accompagner ce public vers une insertion, une recherche d'emploi ou de formation et du logement de droit commun. Justement, quand je vois qu'il y a des différents ateliers, ces ateliers-là n'ont peut-être pas lieu d'être par rapport aux personnes qui sont là, qui ne parlent pas forcément le français. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que ça ? De quels ateliers vous parlez, par exemple ? Quand vous dites, par exemple, il y a je vois des animations, des socioculturelles, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, par exemple, à parler le français, des cours de français ? Parce que j'imagine que des gens qui arrivent là ne savent pas forcément le français. Alors, comme je vous le disais, dans l'équipe pluridisciplinaire, on a aussi procédé au recrutement de 2 formateurs qui auront pour mission d'accompagner et d'apprendre le français aux personnes qui ne le parlent pas. Les ateliers d'animation sont aussi là pour créer de la vie sur l'établissement, mais aussi par les échanges, permettre aux personnes qui sont accueillies d'échanger en français, de poursuivre leur apprentissage du français, de façon à leur proposer toujours pareil une insertion réussie. Mais cela étant, quand on voit la photo qui est magnifique de ces villages relais, quand on entend les politiciens qui viennent, Darmanin et Le Môme, qui disent on va réduire l'attractivité au maximum à Mayotte. Quand on voit ça, certains disent attendez, moi je vais venir, je vais faire ma petite case en tôle, je vais être décasé parce que je vais après aller dans ces villages relais, c'est quasiment un club méditerranéen, excusez-moi de l'expression, mais on a cette impression-là quand on voit ça, ça devient attractif. Non, c'est pas attractif, c'est un centre d'hébergement d'urgence et d'insertion. Donc on est sur des logements provisoires, avec des cuisines et des salles de bain qui sont partagées. On n'est pas sur un club med, comme vous le disiez. On est vraiment sur un établissement qui accueille les gens un temps donné pour les accompagner vers une insertion. Oui, mais quand c'est des personnes qui arrivent, qui sont dans l'illégalité des occupants, sans droit ni titre, l'atelier maraîchage, par exemple, c'est une provocation. Le village relais, l'étape Foulera, a pour vocation d'accueillir des personnes françaises. Oui, des personnes françaises, c'est des personnes... Attendez, c'est quand même des femmes sont françaises parce qu'elles ont accouché à Mayotte. Non, on est là pour accueillir des personnes françaises qui sont orientées par le SIAO et par les services de l'État. Oui, mais ils ont les cartes de séjour, c'est pas forcément des Mahorais qui sont là. Si, c'est des Mahorais. Pour l'instant, on reçoit des Mahorais. Donc, toutes les activités qu'on met en place sont à destination de ce public qui a vocation à accéder au droit commun. Oui, mais ce ne sont pas forcément des Mahorais qui sont là, on le sait très bien. Je peux vous assurer que nous recevons des Mahorais. Vous n'allez pas accueillir que des Mahorais. Dans l'immédiat, on accueille des Mahorais, parce que le SIAO, Service intégré de l'accueil et de l'orientation, qui travaille avec les services de l'État, nous oriente des personnes mahoraises avec nationalité française. Oui, mais la préfecture a un autre discours, c'est souvent des gens qui ont des cartes de séjour, ce n'est pas forcément des Mahorais qui sont là. Je peux vous assurer que pour l'instant, on a reçu des Mahorais. Il n'y a que des Mahorais pour l'instant? Oui. Et ils sont combien dans ce village relais? On a reçu les premières personnes hier, dimanche. On a reçu 3 familles.
23 personnes. Avec qui on reste en contact parce qu'il y en a quelques-unes qui ont préféré, qui étaient un petit peu inquiètes de l'établissement, de savoir où elles allaient rester ou partir. Donc pour l'instant, on a reçu 23 personnes. Il nous reste bien sûr de la place. Le village n'est pas entièrement fini. Donc on a encore de la place de disponible, mais ça va aller vite. Ouais, ça j'imagine bien. J'ai vu que dans une équipe, vous avez également un psy. Oui, une psychologue, une infirmière. Alors, moi, la question que je vais vous poser, c'est qu'à Mayotte, on en manque de psy. Ouais. Il manque des psys. Et c'est ça un peu qui fait réagir sur les réseaux sociaux, de dire, voilà, là, on met à disposition un psychologue, ce qui n'est pas de mauvaise chose, alors que c'est criant de manque de psychologues du côté du CHM, on en aurait besoin. D'accord. Eh bien, sachez qu'on n'a pas réinventé la roue, on a procédé à un recrutement, on a fait un appel à candidature, une personne s'est positionnée sur le poste, une personne qui vient de Métropole, ce qui a été très rare d'ailleurs, je crois que les personnes sont au nombre de 3 à venir de Métropole sur une ensemble d'équipe de 22 personnes quand même. Elle a été recrutée, elle est venue de Métropole et elle a fait le choix de travailler sur le village relais. 22 personnes, 60 logements, est-ce que c'est pas beaucoup, 22 personnes? 240 places, ouais. Beaucoup d'enfants, donc on a aussi des éducateurs jeunes enfants, des éducateurs qui vont travailler à la scolarisation de tous ces enfants, à l'accompagnement des parents. L'État a décidé de mettre les moyens sur cet établissement et c'est très bien. Justement, combien ça coûte tous les mois et du coup, on a eu la possibilité de recruter 22 personnes au service des usagers qui vont passer sur ce village relais. Justement, combien coûte ce projet tous les mois? Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je peux vous dire que l'État s'est donné les moyens de construire un bel établissement. 3 millions, ouais. Mais il y a aussi les frais de fonctionnement. Et c'est cela dont j'aimerais savoir, parce que vous savez peut-être le coût que ça... Le coût, on pourra le déterminer, je pense, d'ici quelques temps après le fonctionnement de l'établissement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que on a aujourd'hui, l'association Coalia a aujourd'hui les moyens de développer un très beau projet autour de cet établissement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le recrutement d'une équipe pluridisciplinaire de 22 personnes, pour essayer de comparer avec ce qu'on fait en métropole, on n'a pas les mêmes budgets, donc on n'a pas la même capacité de recrutement en métropole. Donc aujourd'hui, sur Mayotte, on a la possibilité de faire un travail social et un accompagnement social et administratif et éducatif auprès des usagers de qualité. Parce qu'il y a plus de budget pour Mayotte ? Oui. Il est de combien ce budget ? Je vous dis, il faudra qu'on l'étudie dans un an ou deux lorsqu'on aura un petit peu de recul sur le fonctionnement de l'établissement. Oui, mais la convention a été signée en décembre. Et dans cette convention, il y a bien un montant qui a été donné. Mais je pense que les services de l'État seront à même de vous répondre à cette question. Non, mais arrêtez la langue de bois. On est là, franchement. Non, c'est un projet qui coûte 3 millions d'euros. Il y a un budget de fonctionnement. C'est ce que je vous demande. Et vous savez, c'est pas moi qui gère le budget de fonctionnement. Donc aujourd'hui, moi, c'est quoi, c'est 10 000, 20 000, 100 000, vous savez pas ? Je sais pas. Ouais. Aujourd'hui, je suis là pour accompagner les équipes sur la construction de cet établissement et d'une équipe cohérente pour les besoins des usagers. Cette équipe, elle est au complet là maintenant, les 22 personnes Non, sont il nous là. reste encore quelques postes à pourvoir. Un poste de CIP par exemple, une conseillère ou un conseiller en insertion professionnelle, un poste d'infirmier ou d'infirmière. Voilà, il y a quand même quelques postes comme ça qui restent à pourvoir. Et c'est des gens qui sont recrutés à Mayotte ou c'est des gens qui sont recrutés en métropole, qui viennent de métropole ? On a recruté, je dirais 95% de l'équipe vient de Mayotte. D'accord. Voilà, donc on a fait, c'était pas forcément un choix, mais nous on avait fait le choix de privilégier des recrutements locaux et on a eu de très belles candidatures au local. Que ce soit les 2 chefs de service, parce qu'il y a 2 chefs de service pour encadrer cette équipe, qui sont toutes les 2 de Mayotte, et que ce soit les équipes de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillers en insertion pro, moniteurs éducateurs, les 2 éducs techniques, maraîchers et bâtiments, viennent de Mayotte. Est-ce qu'on gère un village relais différemment qu'on gère un village relais en métropole ? En métropole, on n'a pas le même taux d'encadrement, mais la gestion est, je dirais, assez semblable. Mais en métropole, on ne croise pas de village relais comme celui-ci. Voilà. En métropole, un centre d'hébergement d'urgence est plus souvent dans un immeuble ou dans une structure collective. On n'a pas ce genre de village relais en métropole.
Une question d'un téléspectateur qui dit, alors, quelle réponse allez-vous apporter à la femme comorienne qui ne parle pas français, mais qui a mis au monde plusieurs enfants à Mayotte? Quelles sont ses perspectives en passant par l'étape Foulera? Si elle est orientée sur l'établissement par le SIAO, ça veut dire qu'elle a été repérée en public fragile, bien entendu, et elle sera accueillie par une équipe de travailleurs sociaux qui aura la charge, par les formateurs par exemple, de lui apprendre le français, ou tout au moins les bases du français, bien entendu. Une CIP, des travailleurs sociaux derrière qui seront là pour l'accompagner vers une formation, peut-être une formation linguistique dans un premier temps, en plus de l'apprentissage qui sera fait par les formateurs, avec aussi la possibilité d'une formation professionnelle en vue d'une insertion et d'une intégration professionnelle au sein de l'île. Vous apportez vraiment un suivi complet de chaque personne qui vient? En tout cas, c'est notre objectif. C'est l'objectif de Coalia. Coalia travaille dans le secteur social depuis près de 60 ans. Hein. C'est une association qui a été créée en 1962, qui s'appelait l'AFTAM, l'Association française des travailleurs africains et malgaches. Donc c'est voilà, on n'est pas très loin de Madagascar. L'histoire de Mayotte est proche de Madagascar. Et aujourd'hui, c'est le premier établissement que Coalia ouvre en département d'outre-mer. C'est peut-être pas un hasard si on arrive à Mayotte. Vous n'avez pas peur que la demande explose en voyant l'état de ces bâtiments, qu'il y ait de plus en plus de monde qui veulent y aller? Parce que quelque part, c'est très attractif. Je pense que c'est plus le SIAO, par exemple, qui sera en mesure de répondre, parce que, comme je vous le disais, les orientations se feront exclusivement par les services intégrés de l'accueil et de l'orientation. On ne fera pas d'accueil en direct. C'est pas nous qui procédons à l'accueil des populations. Par contre, les gens restent combien de temps? Est-ce que c'est un objectif fixé de dire voilà, dans les 2 mois, ça doit repartir? Comment ça se passe? On a un objectif d'accompagnement sur une durée de 3 à 6 mois, avec possibilité de prolongation si on sent qu'on est proche d'une insertion, mais qu'on a besoin d'un accompagnement supplémentaire. Mais l'idée est quand même qu'il y ait de la rotation sur cet établissement. Parce que généralement, c'est 2 mois, sauf erreur de ma part. Généralement, c'est 2 mois pour qu'ils puissent réinsérer. Généralement où après 2 mois, il faudrait peut-être qu'ils soient pas recasés, mais qu'il y ait une direction. Si on a la possibilité d'accompagner les gens sur une période de 2 mois avec proposition d'un hébergement derrière, d'un logement, ça ne durera que 2 mois. Si ça doit durer un peu plus, il faudra que ça dure un peu plus. L'idée, c'est pas d'accueillir les gens 2 mois s'ils ont besoin de 3 ou 4 d'un accompagnement pour une orientation vers un logement réussi. Et si après 6 mois on ne trouve rien, comment ça se passe pour une famille? Ça peut arriver, peut-être une famille arrive aujourd'hui et dans 6 mois il n'y a rien comme perspective. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? On fera le nécessaire pour que ça arrive le moins possible, bien sûr. Évidemment. Et puis si on doit poursuivre, en accord avec le SIAO et les services de l'État, on prolongera l'accueil et l'accompagnement de ces familles, ou de ces personnes isolées d'ailleurs, ça peut arriver aussi, au-delà de 6 mois. L'idée, c'est pas de remettre les gens à la rue au bout de 6 mois. 6 mois, ça ne vous semble pas court comme délai? Je pense qu'en 6 mois, on peut faire déjà pas mal de choses. Voilà. En 6 mois, il y a moyen de faire déjà beaucoup de choses. On verra, pareil, d'ici 1 an ou 2, les taux d'occupation et le taux, surtout, la durée d'accompagnement moyenne, en fonction des typologies des logements, etc. On sera en mesure, d'ici 1 an ou 2, de faire des études qui nous permettront de voir un petit peu ce genre de choses. On reviendra dans 1 an ou 2 pour vous en parler. Oui, c'est clair que le temps du bilan viendra, ça c'est sûr et certain, parce que là c'est le début. Beaucoup de gens disent attention, il y a quand même des Comoriennes qui viennent dans cet établissement-là. On sait que c'est la polygamie, on sait qu'elles accouchent beaucoup, elles veulent, parce que c'est le taux des naissances à Mayotte qui explose par rapport aux femmes comoriennes, on le sait, plus qu'aux femmes maoraises. C'est ces cas-là aussi qui sont délicats à traiter dans votre village. Je ne sais pas s'ils seront délicats à traiter, on n'a pas encore accompagné de public, donc on a reçu nos premiers usagers hier. Donc pareil, je pourrais vous en reparler d'ici quelques mois si vous le souhaitez, on sera là. Il y aura un nouveau directeur, puisqu'on recrute un directeur également sur l'établissement. Et à ce moment-là, dans quelques mois, effectivement, on sera en mesure d'analyser certaines choses qu'aujourd'hui on ne peut pas. Est-ce que quand vous êtes arrivé à Mayotte, c'était quoi votre première impression? Sur l'étape Foulera Tout à fait, sur l'étape Foulera et après en général. Alors sur l'étape Foulera, j'ai trouvé que les bâtiments étaient d'une belle qualité. L'EPFAM a fourni un travail assez intéressant. Je trouve que le dimensionnement de l'étape Foulera est bien au regard de l'équipe pluridisciplinaire qu'on a pu recruter.
Je suis arrivé sur Mayotte à la fin du mois de juin, et ce qui m'a de suite interpellé, c'est l'hospitalité et l'accueil de la population mahoraise. Est-ce que vous la comprenez, cette population, quand elle voit ces bâtiments-là, ils se disent, nom de bleu, ces gens vont être mieux lotis que moi, ça m'énerve. Il y a eu des réactions comme ça. Oui, Est-ce que vous comprenez ce genre de sentiment? Je peux comprendre que ça surprenne. Après, attention, hein, on est sur un centre d'hébergement d'urgence. Il faut bien que les gens n'oublient pas que c'est un lieu de passage. On a une superficie qui n'est pas grande. En gros, on a 25 à 30 mètres carrés pour une famille de 4 personnes, cuisine et salle de bain partagée. D'ailleurs, on voit en régie, j'ai une photo, si vous pouvez la montrer, qui est dans la construction. On voit tout le plan en grand de l'endroit. Excusez-moi, je vous écoute. Non, Non, c'est important. Parce que certains disent, voilà, c'est quand même exaspérant de voir ça. Vous voyez, voilà. Oui. Là, on voit ça, c'est en construction. Hein. C'est quand même assez grand. Hein. C'est quand même assez... Il y a 31 maisons. Ouais. En capacité d'accueillir donc 31 maisons, une qui sera réservée pour les bureaux, une partie des bureaux, donc 30 maisons qui seront pour les résidents, sur 2 niveaux, donc ça fait 60 logements, 4 personnes par logement, 240 places. Oui, ça peut paraître grand, mais les logements eux-mêmes sont pas grands, hein. On est sur un centre d'hébergement d'urgence. On est à peu près sur la même place que ce qu'on aurait en métropole, voire plus petit. D'accord. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de cette opération. Et on fera un point, vous êtes d'accord? On fera un bilan de ce qui s'est passé dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ce sera important de voir la suite des opérations. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Raphaël. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.